Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette quatrième échange avec Stéphane Lediraison. Alors, je ne vous parle pas de visio, mais on va vous expliquer pourquoi Denis Auro et Olivier Carrage vont vous dire pourquoi ça ne sera pas aujourd'hui une visio. En tout cas, ça fait 27 jours que nos skippers sont partis. On est heureux de pouvoir échanger avec Stéphane, qui a beaucoup de choses à nous raconter dans une semaine particulièrement agitée, Monsieur Auro. Absolument, absolument. Oui, Denis, effectivement, cette semaine, qui est la quatrième semaine de course pour nos skippers, a été marquée par de nombreux accidents, nombreux incidents, et on va reprendre ensemble un petit peu le cours des choses, puisque finalement, aujourd'hui, si on fait le décompte, 15% de la flotte a abandonné, et à peu près 15% de la flotte a subi des incidents techniques plus ou moins graves. Oui, c'est une semaine très difficile, Olivier. On le voit ici sur cette carte. Déjà, on a des abandons, malheureusement. On a évidemment, bien sûr, ici le groupe des abandons qui est en Afrique du Sud à Cape Town, avec Sam Davis, avec évidemment Alex Thompson et avec Sébastien Simon, qui ont été obligés de s'arrêter ici à Cape Town. Et puis, alors, ici, Nicolas Troussel. On a évidemment perdu Nicolas Troussel, qui a, lui, abandonné et qui est allé dans les îles du Cap-Vert. Et puis, on a la disparition, évidemment, du bateau PRB de Kevin Escoffier. Donc, ça fait déjà beaucoup de casses, beaucoup d'abandons, avec pas mal, évidemment, de bris, de heurts dans un ovni, c'est-à-dire un objet flottant non identifié. Ça fait beaucoup pour la fin du premier mois. Alors, il est bon, effectivement, de revenir sur ces incidents, et il y a un certain nombre d'explications que tu peux nous donner s'agissant d'une zone géographique particulièrement dangereuse pour la navigation. Alors oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on arrive dans le dur du dur. La descente de l'Atlantique, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus la plus difficile. La partie vraiment difficile commence ici. Pourquoi ? Au Cap de Bonne-Espérance. Tout simplement parce qu'il y a le courant des aiguilles qui descend ici avec de l'eau chaude et qui va redescendre vers le sud, et elle va rencontrer le courant d'ouest en est qui arrive ici. Donc ici, vous avez beaucoup de turbulences, de vagues, de vent. C'est une zone compliquée. Ce qui veut dire que malheureusement, il y a pas mal d'objets flottants qui dérivent, des containers, des filets de pêche, etc. etc. Et c'est ça ce qui a occasionné probablement tous les heurts que l'on a vus dans la flotte aujourd'hui. Tout à fait. En ce qui concerne Stéphane, et tu auras l'occasion de lui en parler dans quelques instants, lui a subi effectivement un incident relativement grave puisqu'il a cassé son hook de grand voile. On a vu certaines images, on va en revoir peut-être d'autres aujourd'hui, mais je crois qu'il a réussi, il va nous l'expliquer, à trouver une solution oui, qui, je l'espère, sera pérenne. Absolument. Alors, on va faire un dernier point avant d'essayer de l'avoir. On a, monsieur le maire vient de le dire, on a un mois de course derrière nous. Qu'est-ce qu'on a fait en un mois ? On est parti des Sables d'Olonne et puis on est arrivé ici et c'est à peu près le tiers du parcours. Aujourd'hui, au Cap de Bonne-Espérance, ici, on a fait à peu près le tiers du parcours. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste tout l'océan Indien qui est très difficile. Il a la réputation d'être le plus difficile ou probablement l'un des plus difficiles au monde. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer sous l'Australie ici, la Nouvelle-Zélande et après on sera dans le Pacifique. Mais pour l'instant, on a encore un petit peu de chemin à faire dans l'océan Indien, qui a une très, très mauvaise réputation. Et c'est vrai que là, on le sent au son des voix de skippers et dans les différentes analyses de course, on est rentré dans le dur, ça c'est clair. Alors, on va rentrer dans le dur en ce qui concerne Stéphane, mais pour l'instant, effectivement, tu peux peut-être nous donner d'autres explications sur l'anticyclone de Sainte-Hélène qui, cette année, a donné du fil à retordre. Oui, il n'est pas facile cette année, cet anticyclone de Sainte-Hélène. C'est l'équivalent de celui des Açores, que nous connaissons bien. Et il est difficile parce qu'il s'est mis en plusieurs cellules et, vous allez voir, Stéphane va vous en reparler, eh bien, il a encore une autre création ici qui est en train de bloquer Stéphane. Alors qu'on pensait que Stéphane allait s'arrêter, ou aller très vite, eh bien, il est en train de s'arrêter. Et ça, c'est les mystères de la météo. Et donc, on va essayer de le questionner, de savoir pourquoi ça se passe comme ça. Alors effectivement, on a, comme Monsieur le maire l'a indiqué, on a des problèmes de liaison iridium, mais ça n'affecte pas que Stéphane, ça impacte l'ensemble de la flotte et bien au-delà. Donc nous sommes contraints de faire une liaison téléphonique. Donc nous appelons Stéphane.
Merveille de la merveille. Écoute Stéphane, est-ce que tu nous entends? Et ben moi je vous reçois. Est-ce que vous me recevez de votre côté? Formidable. Écoute, oui, on t'entend très très bien. Alors, on est là à Boulogne-Billancourt, il fait beau, il fait chaud, on est bien au chaud. Mais toi, est-ce que tu commences à avoir un petit peu froid? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conditions dans lesquelles tu vis depuis quelques jours? Alors oui, bah, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a une semaine, les conditions ont tout à fait changé puisque je suis passé du côté des nerfs froides. D'ailleurs, quelques heures après la dernière visio, c'est assez incroyable. 2 heures après, il pleuvait. Et l'eau est passée de 20 degrés à 8 degrés. La température extérieure est passée de 25 degrés à 10 degrés, 8 la nuit. Beaucoup de brouillard, pas mal de pluie. Donc c'est pas la même ambiance. Seul bémol aujourd'hui, puisque il a été dit que cette édition du Vendée Globe serait prise avec des anticyclones. Et donc il y en a un qui est en train de se reconstituer pile sur le groupe de bateaux desquels je fais partie. Donc là, depuis quelques heures, il se remet à faire beau, plutôt doux comme température, une quinzaine de degrés. Pour les altitudes ici, c'est pas très courant. La mer s'est complètement rangée. Et par contre, un seul petit problème, et pas des moindres, c'est qu'il n'y a plus de vent, il n'y a plus du tout de vent. Donc là, c'est quand même un paradoxe d'être dans les 42 rugissants et de se retrouver dans un anticyclone ciel bleu. Donc voilà. C'est une situation qui est un petit peu ennuyeuse au niveau de la régate parce que de toute façon, il n'y a pas de solution d'évitement. Comme on a une zone des glaces dans notre sud et que je suis quasiment à la limite, on ne peut pas plonger sous l'anticyclone, ce que j'aurais fait sinon. Il ne faut pas y aller d'ailleurs parce qu'il y a vraiment des icebergs qui ont été observés. Et donc on n'a pas une solution de contournement par le nord parce que l'anticyclone bloque plus que l'Afrique du Sud. Donc voilà, on est parti pour 2 jours avec les voiles qui battent et puis essayer de se délier pour gagner vers l'est à tout prix. OK. Et alors donc, on comprend que tu n'as pas de vent, ce qui est très paradoxal, mais on a suivi quand même à travers tes vidéos, et on t'en remercie beaucoup, on a suivi tes différents problèmes techniques. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que tu nous as parlé de hook, tu nous as parlé de voie d'eau, tu nous as parlé, etc. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur tous ces problèmes techniques et ils en sont où, ces problèmes techniques, dans leur résolution? Oui, le principal, c'est qu'on fait la grand voile. Donc la grand voile, c'est la voile principale du bateau, celle que j'ai toujours en poste, celle qui est sur la partie arrière du mât. Cette voile, on lui réduit des longueurs, des morceaux de sa surface suivant la force du vent. On appelle ça prendre des riz. Et quand on prend un riz, on a à la fois un réglage vertical et un réglage horizontal. Et il se trouve, alors que tout ce système de 2018 était parfaitement prouvé 2018-2019, donc le réglage horizontal a explosé il y a une semaine. Oui. Et le réglage vertical, enfin beaucoup plus délicat puisque c'est dans le mât, donc il y a des points d'ancrage en fait, qu'on appelle les hooks, qui permettent d'accrocher la voile dans le mât. Le système de réglage, c'est l'arracher aussi. Donc ça c'est très 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 embêtant parce que il fallait absolument trouver une parade pour être capable de pouvoir utiliser cette grande voile en réduisant sa surface, hein, surtout dans les mers dans lesquelles je navigue, c'est pas possible de rester avec la grande voile figée. Et puis ça c'était hier l'histoire du mât, donc en discutant avec les concepteurs du système de hook et puis en creusant la tête, j'ai réussi à trouver un système qui fonctionne pas mal, qui est en extérieur du mât. Voilà, donc pour faire simple, ça me permet de commander le blocage de la voile sur le mât par l'extérieur. Donc l'avantage c'est que ça fonctionne, l'inconvénient c'est que c'est beaucoup plus subtil, qu'à chaque fois que je change de surface de voile, que je prends un riz, il faut beaucoup plus de temps. Parce que l'endroit où je positionne la voile doit être précis, quasiment de centimètres. Donc je vous laisse imaginer en pleine nuit qu'une lampe, le bateau qui bouge et qui tente de positionner le haut de la voile quasiment de centimètres près dans le mât, c'est pas simple. Donc je suis obligé de m'y prendre à plusieurs fois. Et le système
pour revoir mon système et remettre ça bien comme il faut. Donc la conclusion, c'est que la grand voile, c'est à peu près sous contrôle. Normalement, avec ça, je dois pouvoir continuer ma route sans encombre. Si jamais il y avait encore des problèmes, à ce moment-là, je serais obligé sans doute de m'abriter quelque part au sud de la Tasmanie en chemin pour pouvoir passer du temps dans le nord. Parce que là, c'est pas 5 minutes qu'il faut passer dans le nord, c'est des heures, donc je ne peux pas le faire comme ça en pleine mer dans ces soucis latitudes. Il faut que je sois bateau abrité, mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Et puis sinon, tout ce qui concerne les voies d'eau, c'est un problème assez contrariant. Alors, c'est des multiples sources, pas mal par les puits de feuilles, une histoire d'axe qui traverse la carène à l'avant qui est déclenchée. Il faut imaginer que quand le bateau va vite, il y a un effet de succion au niveau de la quille et des puits de feuilles qui rentrent en pression, qui sont assez hallucinants. Pour vous dire, il y a une telle dépression dans le bateau que les portes du bateau restent collées. Alors si je veux sortir du bateau, je suis obligé de pousser de toutes mes forces pour que la porte puisse s'ouvrir. Tellement la quille, comme les bateaux volent, en fait, ça lui stymule. Ah, on t'a perdu. Tu es toujours là, Stéphane? Stéphane? Ah oui, alors tu nous expliquais, Stéphane, qu'en fait, il y a une énorme dépression qui se passe au niveau de la quille, et cette dépression, elle fait un sifflement, et puis surtout, elle bloque la porte, parce qu'il y a une dépression comme dans un avion, et qu'en bloquant la porte, tu es obligé de batailler contre la porte si jamais tu veux sortir. Alors, on essaye de te rejoindre, Stéphane, pour une dernière question peut-être, et on va avancer dans notre communication avec toi. Voilà, pour l'instant, le téléphone sonne et ça ne répond pas. Mais si ça ne répond pas, on va continuer et on va enchaîner, Olivier. Oui, voilà bien là. Voilà toute la difficulté de... Peux-tu expliquer la... Oui, alors, Stéphane, est-ce que tu es encore là? Oui, tu m'entends? Oui, à quel moment vous m'avez perdu? C'est pas grave. Je vais juste te poser une dernière question parce que la liaison n'est pas facile. On voit bien qu'avec toutes ces réparations, tu as dû puiser dans tes réserves personnelles, je veux dire physiques. Est-ce que tu as pu te reposer? Tu dois être vraiment fatigué après ces réparations qui demandent une énergie folle là où tu es. Oui, c'est vrai que je suis fatigué parce que c'est éprouvant physiquement. Hier, par exemple, pour réparer sur la grand voile, il m'a fallu affaler et réaliser la grand voile au moins 5-6 fois. Il faut savoir que c'est un effort compliqué, surtout au large avec du vent qui appuie sur le voile. Donc c'est un peu l'équivalent énergétique d'être à avoir couru un semi-marathon. En plus de la gestion du bateau, puis en plus il y a une fatigue psychologique aussi de voir tous ces petits bobos sur le bateau cumulés. C'est vrai que ça crée du stress. Donc j'ai pas bien dormi globalement depuis une semaine, 10 jours, parce qu'en plus depuis le large du Brésil, on a des conditions extrêmement instables. Le vent n'a pas changé de 20-30 degrés en direction, en force, ça monte, ça descend. Donc c'est des conditions ensuite qui font qu'il faut quand même être attentif à la marche du bateau. Donc ça veut dire que la nuit, c'est sans arrêt obligé de se mettre debout pour aller régler, changer une voile. Donc ça fait c'est beaucoup d'énergie, mais je pense que j'en ai encore pour 2 jours à ce rythme-là, pas le choix. Et puis après, paradoxalement, alors quand on va sortir de cette zone, on a une dépression tropicale qui nous barre la route et ça va pas être une rigolade. Quand on ferait au niveau des îles Crozet, normalement, on devrait être dans un rythme plus normal du Grand Sud, avec des vents plus établis et en dépit des conditions plus rudes, je devrais réussir à mieux dormir, à récupérer à ce moment-là. Mais c'est essentiel de profiter pour moi du petit temps pour remettre le bateau dans le meilleur état possible. Et là, j'en suis pas loin. Alors Stéphane, écoute, on va te remercier infiniment pour cette radio, enfin audio-conférence. Et ce que je voudrais te dire, et avec tous les Boulonnais qui sont là, et ils sont très nombreux,
c'est qu'on est très admiratif de l'énergie que tu dépenses pour pouvoir solutionner tous ces problèmes, de la gestion de ta course parce qu'elle est exemplaire et surtout de la prudence avec laquelle tu navigues parce qu'on voit tous les accidents qu'il y a eu sur cette course et il est essentiel évidemment d'aller au bout. Je sais que c'est ton objectif, donc encore bravo, un immense bravo de la part de nous tous ici. Tu sais que les visios sont suivis par énormément de gens, donc tout ce fan club te félicite et t'encourage pour ton entrée dans l'océan Indien. À très bientôt Stéphane. Pour tous ces encouragements et à bientôt pour la suite de l'aventure. À bientôt Stéphane, merci. Voilà, vous avez bien la preuve qu'effectivement les choses ne sont pas simples au niveau de la communication. Je vais demander à Denis de nous expliquer justement, étant donné la situation actuelle technique, ce système Iridium. Peux-tu nous expliquer en quelques mots et en quelques images la façon dont ça fonctionne? C'est assez compliqué, c'est sur des merveilles de technologie. Alors nous, on est habitués à prendre le téléphone et puis on appelle à l'autre bout du monde et ça marche. Mais quand on est en mer, c'est un petit peu différent. Alors, on va partir de la situation de Stéphane. Là, il est dans son bateau, il va nous appeler et il va utiliser les moyens qu'on va analyser ensemble. Alors, quand il nous appelle, vous voyez en haut de la photo, là, vous avez une grosse boule noire. La grosse boule noire, elle intègre des antennes. Et à l'intérieur, il y a une mécanique qui les fait tourner. C'est à travers cette grosse boule noire que le son du téléphone et l'image de Stéphane vont passer. Comment est-ce que ça va marcher? C'est ça ce que nous allons voir maintenant. Le son et l'image vont passer par cette antenne que l'on appelle Certus. Elle est à l'intérieur de la boule noire. Mais là, on ne fait que commencer la transmission du son et du signal. On va voir comment ça se passe. Alors, le signal part du bateau à travers cette antenne. Il monte vers ce satellite qu'on appelle Iridium. Il y en a 66 qui tournent autour, il y en a 77, mais ils tournent autour de la Terre en orbite polaire, on les voit ici. Et l'intelligence de ce système, c'est que quand Stéphane parle avec un satellite, le satellite 1 parle au 2, qui parle au 3, qui parle au 4, jusqu'à ce que le son et l'image arrivent en au-dessus de l'Arizona. Et alors on va voir, voilà, c'est le son et l'image arrivent sur cette grosse antenne qui est placée en Arizona, aux États-Unis évidemment, et qui est abritée. On va voir les abris dans lesquels ces grosses antennes, voilà, vous avez un champ d'antennes Iridium dans lequel toutes les datas Iridium vont transiter. Arizona, donc, États-Unis. Voilà, ça c'est l'antenne qu'on utilise, sachant qu'il y en a 3 comme ça, et qu'il y en a 2 pour le civil, donc pour nous, et une qui est pour les militaires. Là, top secret, on ne peut pas y aller. Alors, une fois que le son a été reçu, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ce gros tuyau que vous voyez là, l'énorme tuyau, et on va le revoir, ce tuyau, c'est un monstre de technologie avec des câbles dans tous les sens, du cuivre, des tas de composantes pour isoler, quand on est au fond de la mer, tous les datas qui vont transiter. On va voir un petit peu voilà, la technologie qui est utilisée. C'est du très, 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 très haut de gamme technologique. Et qu'est-ce que fait ce tuyau? Voilà, qui est au fond de l'eau. Et on va voir le parcours qu'il fait maintenant. Il traverse l'Atlantique. Donc, de l'Arizona, le son et l'image vont en Virginie, États-Unis, puis traverse l'Atlantique, arrive à Bilbao, Espagne, et de Bilbao, ça va remonter vers la France. Et là, on a une personne clé dans Time for Oceans, qui est Solène Loyau, qui est notre team manager. C'est elle qui reçoit le signal. Et avec son ordinateur que vous voyez là, c'est elle qui va ouvrir le signal et qui va nous l'amener ici à Boulogne-Billancourt, au PC Course, que vous voyez là, avec nos techniciens. Un parcours donc très complexe. On comprend que vous mettez le moindre petit problème dans un des éléments et évidemment, tout s'arrête. Et aujourd'hui, eh bien, on n'a que de l'audio, on n'a pas de vidéo. Parfait. Merci Denis pour ces explications. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que la semaine prochaine, effectivement, tout soit rentré dans l'ordre. Ce sera remis en état, évidemment. Et nous aurons Stéphane en visio. Voilà, maintenant, j'aimerais vous présenter notre invité de cette semaine. Il s'agit de Philippe Guigné. Philippe Guigné est le créateur de Virtual Regatta. Et je tiens à signaler que Virtual Regatta connaît un immense succès, puisque actuellement, sur le Vendée Globe, il y a un peu plus de 960 000 joueurs. Et pour ce qui concerne les boulonnais sur le BB 9200, nous sommes un peu plus de 3000. Voilà. Exactement. Donc, Philippe, peux-tu
nous expliquer, nous sommes entre nous, il n'y a guère que 15 000 personnes qui nous suivent, mais tu peux certainement nous donner quelques astuces. Nous ne répéterons pas, bien sûr, tout cela, mais pour aider les boulonnais qui sont actuellement en course et peut-être ceux qui viendront, puisqu'il est, tu pourras nous dire, il est encore temps de s'inscrire. Oui, alors merci beaucoup de m'accueillir. Les astuces pour le jeu, dans le fond, c'est de faire attention et de bien anticiper la météo, hein, puisqu'on passe notre temps à naviguer dans les futures situations météo, donc il faut effectivement regarder quelles sont les prévisions. Il y a une aide dans le jeu qui est très très efficace, qui date de cette année, justement, qui est une nouveauté. C'est juste au-dessus de votre compas dans l'interface du jeu, sur le côté gauche, il y a un petit bouton qui s'appelle Aide, Help. Et vous cliquez dessus et apparaît alors à ce moment-là une cible que vous pouvez poser en disant voilà, c'est là l'objectif vers lequel je veux aller, qu'on peut déposer par exemple à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et à ce moment-là, on clique sur routage et là, il y a un algorithme en fait qui se lance et qui vous propose ce qui devrait être la meilleure route possible à faire pour rejoindre ce point dans les futures conditions de vent qu'il va y avoir. Donc c'est très utile. Moi je l'utilise. Moi je suis un joueur passionné, mais je suis pas du tout un grand expert du jeu. Je suis 20 millième, un peu moins 19 millième je crois ce matin. Et donc j'utilise beaucoup ça et c'est très intéressant parce que on doit quand même fixer soi-même son objectif intermédiaire. Hein. Donc ça enlève pas le jeu du tout, mais pour autant ça enlève beaucoup de la complexité de l'analyse et ça permet surtout d'avoir le résultat tout de suite. Merci Philippe. Oui, effectivement, ce qu'il convient de dire également, c'est que ça vous permet de jouer dans votre canapé au chaud, ce qui n'est pas le cas de Stéphane, on peut le voir sur les images qui défilent. Il est bon de signaler également que les premiers sur Virtual Regatta actuellement sont même devant les premiers de la course réelle. Mais il faut aussi reconnaître qu'il n'y a pas de risque de toucher d'OVNI. Non, mais de toute façon, les héros, c'est ceux qui sont en mer. Hein. Faut pas mélanger. C'est votre papa, le héros. Nous, on n'y est pas là. Hein. Ce qui vit, c'est parfois très agréable, c'est parfois très beau, c'est parfois très dur, parfois insupportable. Vous savez, il suffit tout simplement... Moi, je navigue, mais je ne fais pas de course offshore. Mais quand je navigue ne serait-ce qu'une journée... ou 24 heures, on va dire, dans des conditions qui sont pénibles, c'est tout simple, hein, vous allez dehors, là. Vous voyez, il fait un peu froid aujourd'hui, pour peu qu'il pleuve, vous vous mettez en tenue comme ça, vous restez toute la journée dehors, et puis à la fin de la journée, vous avez envie de quoi ? De tout, sauf continuer comme ça. Non, c'est pas comme ça. Sur un bateau, il n'y a pas de chauffage à l'intérieur, il continue à faire froid, il continue à faire humide, et ces gens-là, ils vivent ça. Donc ce sont franchement des durs à cuire et ils méritent un respect colossal. Donc après, oui, nous, on les affiche sur la carte et c'est génial de pouvoir effectivement être à côté de Stéphane, pas loin, et des autres. Ça donne un petit peu de piment, mais ça n'empêche qu'on ne fait pas du tout la même chose. On ne fait que la partie de l'analyse et de la stratégie de routage. Nous, par exemple, on est extrêmement fiers cette année que sur le jeu, il y a quand même 4 anciens vainqueurs du Vendée Globe qui jouent. Armel Lecléache, détenteur du titre, il est en train de jouer et il joue très 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 sérieusement. Vincent Rio qui a gagné le Vendée Globe, François Gabard, Loïc Perron qui ne l'a pas gagné, mais lui il s'amuse à dire qu'il a fait 3 Vendée Globe dans le monde physique et que là il fait son 4e Vendée Globe mais en virtuel. Voilà, c'est quand même assez génial de se dire qu'on a d'un côté les marins en mer. On a de l'autre cet océan virtuel dans lequel on a des gens comme vous et moi. Il y a des gens qui n'y connaissent absolument rien à la voile. La moitié de nos joueurs, hein, la moitié des joueurs ne font pas de bateau, ne savent pas comment ça marche un bateau. Et justement, moi, je me suis toujours attelé à faire que mon jeu soit accessible à ces gens-là aussi. Et c'est certainement la plus grande réussite de ce jeu, c'est qu'on réussit à avoir d'un côté un François Gabard qui est un très très fort en voile et qui se passionne et qui s'intéresse et qui met son réveil parfois la nuit. Je crois que dans son écurie d'ailleurs, Merconcept, je crois qu'ils se mettent à 6 pour gérer le bateau, qu'ils prennent ça plutôt au sérieux. Loïc Perron, je l'ai eu dimanche dernier au téléphone,
Et pendant 1h30, je n'arrivais pas à raccrocher. Il me racontait sa vie de navigateur virtuel. C'était quand même bluffant. Et d'un autre côté, on a plein de gens qui jouent qui n'ont jamais fait de bateau et n'en feront peut-être jamais. Donc, c'est ça qui est fou, en fait. Absolument. Et juste avant de conclure, il est bon de rappeler à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Ils prendront la course en cours de route, effectivement, mais à une position qui est prédéterminée par toi. Exactement. Et qui leur permettra de boucler le tour du monde, même s'ils n'ont pas pris le départ au Sable d'Olonne. Voilà, on a un système, alors c'est pareil, dans le digital, on peut s'affranchir de pas mal de contraintes. Là, on a un système qui est d'élitreillage, en fait. Et donc, chaque joueur, si vous inscrivez dans 5 minutes, dans 3 jours, ou ceux qui sont inscrits hier ou avant-hier, en fait, ils ont été téléportés automatiquement sur ce qu'on appelle la frégate, donc, qui se trouve d'ailleurs actuellement par ici, sauf erreur de ma part. Donc, en gros, on est au milieu de la flotte, milieu arrière, bien sûr, hein, puisque ceux qui sont là depuis le début, il ne faut quand même pas qu'ils se fassent systématiquement doubler par ceux qui arrivent. Mais de toute façon, on sait aussi que l'essentiel, c'est surtout ce qu'on joue contre ses amis, contre les personnes avec qui on joue. Donc, si on s'inscrit au même moment, on va faire la même course. Bien sûr, on ne pourra plus gagner. Mais par contre, dans son groupe d'amis, avec ses collègues, là, on est en course quand même. Donc, c'est à peu près la même chose. Parfait. Merci Philippe. Merci à tous pour cette 4e visio qui n'était pas une visio cette semaine. Avant de conclure, je voulais juste vous passer un tout petit film qui a été fait par l'école Thiers, une classe de CPCE1. C'est un message d'encouragement à destination de Stéphane. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.